Si je vous dis vitamine C, quelle image vous vient en tête? Spontanément, l'orange, le jus d'orange du matin. Oui, l'orange bien juteuse, ou le comprimé effervescent qui crépite dans le verre d'eau, le remède un peu automatique contre le rhume de l'hiver. Tout à fait, c'est le cliché, c'est ça. Et c'est une vision très ancrée, mais aujourd'hui on va la mettre un peu de côté. Notre source du jour, c'est un livre. Vitamine C, la molécule pivot de la vie moderne. Un titre assez fort d'ailleurs. Très fort et bien choisi, je trouve, parce qu'il nous propose de voir cette molécule non pas comme un accessoire saisonnier, mais vraiment comme un pilier silencieux de notre santé. L'idée, c'est de dépasser ces clichés pour aller voir ces rôles invisibles, mais qui sont fondamentaux. Oui, et pour bien lancer la discussion, il y a un concept dans ce livre qui change vraiment toute la perspective. Ah oui? C'est la distinction qu'il fait entre la carence sévère, le scorbut des marins, bon ça on connaît, et ce que l'auteur appelle le déficit fonctionnel chronique. Le déficit fonctionnel chronique. Voilà. Et ça, c'est notre réalité moderne. Ce n'est pas une maladie brutale avec des symptômes évidents comme les dents qui se déchaussent. C'est une usure, une érosion silencieuse, progressive, qui diminue notre résilience au quotidien. Notre capacité à récupérer, en fait. Exactement. C'est comme si tout l'organisme tournait en permanence en sous-régime. D'accord, donc ce n'est pas une question de malade ou pas malade, mais plutôt d'un niveau de fonctionnement optimal qu'on n'atteint plus. C'est ça. Mais avant d'aller plus loin, il y a un fait de base qui m'a vraiment scotché en lisant ça. On apprend que l'être humain est une sorte d'anomalie dans le règne animal. Ah oui, On ne sait pas fabriquer notre propre vitamine C. On a perdu la recette en quelque sorte. c'est tout à fait ça. La quasi-totalité des mammifères, prenez une chèvre par exemple, elle peut produire des grammes et des grammes de vitamine C par jour à partir du glucose, en fonction de ses besoins. Si elle est stressée, elle en produit plus? Beaucoup plus. Sa production interne augmente massivement. Nous, non. Avec quelques autres primates et le cochon d'Inde, on a perdu cette capacité. Le gène qui code pour l'enzyme finale de cette chaîne de fabrication, la L-gulonolactone oxydase, Un nom un peu barbare. oui, ce gène est devenu inactif. On l'a encore, mais il ne fonctionne plus. Mais qu'est-ce que ça implique concrètement au quotidien, cette dépendance? Ça veut dire qu'on doit aller la chercher dehors tous les jours? Exactement. La conséquence, elle est massive. On dépend à 100% de notre alimentation, chaque jour qui passe. C'est pour ça que la source utilise une image que je trouve excellente. Laquelle? C'est une vitamine de flux. Elle entre dans l'organisme, elle est utilisée quasi immédiatement, là où il y a un besoin, et tout ce qui n'est pas utilisé est rapidement éliminé par les reins. Donc impossible de faire des réserves. On ne peut pas faire le plein le dimanche pour tenir toute la semaine. Absolument pas. C'est le grand piège. Contrairement aux vitamines liposolubles, comme la D ou la A, qu'on peut stocker dans les graisses, elles ne s'accumulent pas. C'est un besoin constant. D'accord. Et son rôle, j'ai toujours pensé que c'était juste un booster immunitaire. Mais en fait, c'est bien plus fondamental. J'ai beaucoup aimé l'analogie qu'ils utilisent pour expliquer son rôle de cofacteur enzymatique. Oui, celle du maçon. Voilà. La vitamine C n'est pas la brique qui construit le mur, mais c'est l'outil indispensable du maçon. Sans l'outil, le maçon est là, les briques sont là, mais rien ne se passe. Ou alors le mur est complètement bancal. C'est une analogie parfaite. Elle ne structure rien directement, mais elle permet à des centaines de réactions chimiques vitales de se faire. C'est l'étincelle. Les deux exemples les plus connus sont la synthèse du collagène, on y reviendra, La protéine de structure de tout notre corps? exactement, et la production de neurotransmetteurs comme la dopamine, la noradrénaline, qui régulent notre humeur, notre énergie. Sans vitamine C, tout ça tourne au ralenti. Et ce qui est fou, c'est ce paradoxe moderne qu'on découvre. D'un côté, notre vie, le stress, la pollution, ça nous fait brûler beaucoup plus de vitamine C. Énormément plus. Et de l'autre, notre chaîne alimentaire peine à nous en fournir assez, ou en tout cas en qualité suffisante. C'est le cœur du problème. Le stress chronique, par exemple, ce n'est pas abstrait pour le corps. Ça se traduit par une production continue de cortisol, d'adrénaline. Or, la fabrication de ces hormones est très très gourmande en vitamine C. Donc plus on est stressé, plus on vide nos réserves, qui sont déjà maigres. Et en parallèle, regardez notre nourriture, des fruits cueillis verts pour le transport, des jus pasteurisés, des légumes qu'on fait bouillir. À chaque étape, la vitamine C, qui est si fragile, se dégrade. Donc nos besoins augmentent pendant que nos apports fiables diminuent. C'est une vraie crise silencieuse en fait. Exactement. Et quand on regarde comment elle se répartit dans le corps, ce n'est pas du tout uniforme. On dirait une carte stratégique. Ah oui, c'est fascinant. C'est une carte qui révèle les priorités absolues du corps pour la survie.
Les concentrations les plus élevées, on les trouve où? Dans les globules blancs, Les soldats du système immunitaire. voilà. Dans les glandes surrénales, l'usine de gestion du stress, dans le cerveau, pour protéger les neurones, et dans la peau, les yeux, les interfaces directes avec l'extérieur. Donc le corps envoie toutes ses munitions sur le front, en quelque sorte. Mais qu'est-ce qui se passe quand les munitions viennent à manquer? Alors il ne se met pas en grève, c'est là que l'intelligence du corps est remarquable. Il devient un gestionnaire de crise. Il va rationner. Il rationne. Oui, il redirige le peu de vitamine C disponible vers ses organes vitaux qu'on vient de citer. Le cerveau, les surrénales. La survie à court terme prime surtout. Et il le fait au détriment de fonctions jugées moins urgentes. Et j'imagine que c'est là qu'apparaissent les premiers signes de ce fameux déficit fonctionnel. Exactement. Ce sont les premiers signaux faibles. Le corps sacrifie la maintenance, la réparation des tissus moins critiques. Et concrètement, ça donne quoi? Une peau qui devient plus terne, qui cicatrise moins vite, des gencives qui deviennent sensibles, qui saignent un peu quand on se brosse les dents, une tendance à marter plus facilement, à avoir des bleus pour rien. Ce ne sont pas juste des signes de fatigue alors. Non, ce sont des indicateurs physiologiques très concrets d'une réallocation des ressources. Le corps nous dit « je n'ai plus assez de budget pour les finitions, je me concentre sur la salle des machines ». L'exemple du collagène est parfait pour illustrer ça. Le collagène, c'est la charpente de tout. La peau, les os, les tendons, Les vaisseaux sanguins? voilà. Et pour qu'il soit solide, il faut une étape chimique précise qui dépend à 100% de la vitamine C. Oui, l'hydroxylation de la proline et de la lysine. Sans cette étape, pas de fibre de collagène stable. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le corps, même avec peu de vitamine C, ne s'arrête pas d'en produire. Ah, il continue quand même. Il continue, mais il fabrique un collagène de mauvaise qualité, une sorte de contrefaçon. Les fibres sont plus fragiles, moins bien organisées. Et ce collagène bas de gamme, c'est ça qui explique les gencives sensibles ou les bleus qui apparaissent facilement. Précisément, c'est la version microscopique et moderne du scorbut. Dans le scorbut, il n'y a plus du tout de vitamine C, donc le collagène s'effondre, littéralement. Dans notre déficit fonctionnel, on a juste assez de vitamine C pour fabriquer un collagène médiocre qui assure le service minimum, mais qui crée une fragilité chronique de tous nos tissus. Ce qui est fascinant aussi, c'est de comprendre qu'elle n'agit jamais seule. Ce n'est pas un loup solitaire, mais plutôt un chef d'orchestre. C'est une excellente image. Elle est au centre d'un réseau de synergie. L'exemple le plus élégant, c'est son duo avec la vitamine E. D'accord. Pour simplifier, la vitamine E protège les membranes de nos cellules, qui sont faites de gras. Quand un radical libre attaque, la vitamine E se sacrifie pour le neutraliser. Mais en faisant ça, elle devient elle-même inactive. Oxydé. Voilà. Et c'est là que la vitamine C, qui elle vit dans l'eau, arrive à l'interface de la membrane et vient régénérer la vitamine E. Elle lui redonne l'électron qu'elle a perdu. Elle la remet en état de fonctionner. Exactement. C'est un balai de recyclage permanent. L'une ne peut pas fonctionner de manière optimale sans l'autre. C'est une coopération magnifique. Mais c'est incroyable, ce système de recyclage interne. Et il y a une autre synergie qui a un impact très direct sur notre niveau d'énergie, c'est son lien avec le fer. Oui, et c'est un point capital souvent sous-estimé. Il faut savoir que le fer d'origine végétale, le fer non héminique, est beaucoup plus difficile à absorber que le fer animal. C'est un point super important pour les personnes qui mangent peu ou pas de viande, ça, non? On leur dit de manger des lentilles, mais sans cette astuce, une grosse partie de l'effort est vaine. C'est tout à fait ça. La vitamine C, consommée au même repas, transforme ce fer en une forme beaucoup plus assimilable. Elle agit comme une clé qui ouvre la porte de l'absorption. À ce point. Elle peut multiplier par 3 ou 4 la quantité de fer qui passe réellement dans le sang. Et plus de fer bien utilisé, ça veut dire une meilleure production d'hémoglobine, un meilleur transport de l'oxygène. Et donc, très directement, moins de fatigue. Moins de fatigue et plus de vitalité. Un filet de jus de citron sur une salade de lentilles, ce n'est pas que pour le goût. C'est un geste biochimique d'une grande intelligence. Mais alors, si elle est si cruciale, si intelligente, on pourrait penser qu'elle est super solide. Et c'est là que le bât blesse, son talon d'Achille, sa fragilité. C'est le grand paradoxe. Sa force vient de sa réactivité chimique. Elle est un super antioxydant parce qu'elle est très douée pour donner ses électrons. Mais cette même réactivité la rend extraordinairement fragile. Elle s'oxyde pour un rien. Pour un rien. Il y a 4 ennemis principaux. L'oxygène de l'air, la chaleur, la lumière et le temps qui passe. Donc, si je comprends bien, le simple fait de couper une pomme en deux et de la laisser sur le comptoir, on perd déjà de la vitamine C. Immédiatement. Le brunissement que vous voyez, c'est l'oxydation. C'est le signe visible que la vitamine C est en train de se sacrifier pour protéger les tissus du fruit. Et en faisant ça,
elle disparaît. Et ça nous amène à ce que la source s'appelle l'illusion des apports modernes. Oui, Le chiffre qu'on lit sur une étiquette, c'est une promesse qui est rarement tenue au final. c'est une illusion totale. Prenez le parcours d'un brocoli. Déjà, il est peut-être moins riche à la base à cause des sols. Ensuite, il est transporté, stocké, il passe des jours sur un étalage. Vous l'achetez, il reste encore 2 jours dans le frigo, et enfin, vous le faites cuire. Surtout si on le fait bouillir. Si vous le faites bouillir dans un grand volume d'eau, vous pouvez perdre plus de 50% de sa vitamine C qui fuit dans l'eau. Au final, la quantité active qui arrive dans votre organisme, c'est une fraction de ce qu'elle était au départ. Donc entre la quantité théorique dans l'aliment brut et la quantité réellement biodisponible pour nos cellules, il y a un monde. Un monde. Et c'est pour ça que la prise de conscience est si importante. On peut avoir l'impression de manger sainement avec un grand verre de jus d'orange industriel, mais si ce jus a été pasteurisé, donc chauffé, Hum. et qu'il est dans une brique depuis des mois, la quantité de vitamine C fonctionnelle qu'il contient est souvent dérisoire, même si l'étiquette annonce 100% des apports journaliers. Quand on met tout ça bout à bout, l'image de la petite orange du matin ou du comprimé effervescent en prend un sacré coup. Complètement. On passe d'un simple booster saisonnier à une molécule qui est au cœur de notre capacité de résilience, de réparation, d'énergie au quotidien. C'est un changement de paradigme complet. Il faut la voir comme l'huile dans le moteur d'une voiture. On ne la voit pas, on n'y pense pas tous les jours, mais sans une huile de qualité en quantité suffisante, le moteur s'use, surchauffe et finit par tomber en panne. Et le déficit fonctionnel, c'est ça. C'est ça. C'est un état où le corps fonctionne, mais en mode dégradé. Il assure l'essentiel, mais il n'a plus aucune marge de manœuvre. Il est plus vulnérable, il récupère moins bien. C'est une perte silencieuse de vitalité en fait. On met ça sur le compte de l'âge, du stress, alors que c'est souvent, à la base, un problème de biochimie très concret. Le moteur n'a plus assez d'huile de qualité pour tourner à son régime optimal. Finalement, ce qui me reste de cette lecture, c'est une question qui change un peu la perspective. On se concentre toujours sur comment ajouter plus de vitamine C. Oui, par l'alimentation, les compléments. Voilà. Mais vu sa fragilité, la vraie question n'est peut-être pas seulement ça. Effectivement, la question la plus pertinente pourrait être comment pourrions-nous repenser nos habitudes quotidiennes, de la façon dont on choisit nos aliments, à la manière dont on les conserve, dont on les prépare. Non pas seulement pour en consommer plus. Mais surtout pour protéger celle que nous parvenons à ingérir, pour qu'elle arrive intacte et fonctionnelle là où notre corps en a si désespérément besoin. Protéger plutôt qu'ajouter. Ça implique de privilégier le frais, le local, les cuissons douces, de consommer tout de suite. Ça change pas mal de choses. C'est une excellente pensée pour la suite.